Très heureux de vous savoir nombreux pour ces programmes des plateaux politiques. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue pour ces nouveaux numéros de plateau politique. Je voulais dire, l'émission Plateau politique est toujours co-présentée avec Dani Bowane et Ndeko Sibyl, à qui je dis bonsoir. Bonsoir. Et ce soir, en face de nous, nous avons Dr Tchani comme invité spécial, à qui je dis également bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir à RTCE. Justement, merci. Nous allons parler avec notre invité autour des questions d'actualité et puis essentiellement sur les chapitres économiques. Nous allons évoquer sa nouvelle façon de voir les choses. L'homme a proposé la rélecture de la loi portant statut des anciens chefs de l'État. Il trouve que cette loi donne beaucoup de privilèges à Joseph Kabila, puisqu'il est jusque-là le seul ancien chef de l'État, alors que nous avons une économie à problème. Voilà, autour de toutes ces questions d'actualité, celles que je viens d'évoquer tantôt, nous allons essayer d'obtenir les commentaires à son endroit. Encore une fois, mesdames et messieurs, bonsoir et plateau politique, c'est parti. Docteur Tchani, je note que vous êtes ancien candidat à l'élection présidentielle de 2018. Vous avez été reçu dans les cadres des consultations présidentielles, vous comme ancien candidat à l'élection présidentielle. Et dernièrement, vous avez proposé qu'il faut que la loi portant statut des anciens chefs de l'État soit révisitée, eu égard évidemment aux problèmes économiques que nous avons. On peut encore en savoir plus? Oui, effectivement, j'avais été invité par le chef de l'État au Palais de la Nation à côté de mes autres collègues, anciens candidats à la présidence de la République. Donc le chef nous a fait cet honneur de nous recevoir et nous avons fait ensemble le diagnostic de la situation du pays depuis 2 ans, depuis qu'il est à la tête du pays. Nous avons tous reconnu que les choses ne marchent pas comme on aurait souhaité et que la population congolaise n'a pas encore commencé à voir des différences dans le panier de la ménagère. Donc le niveau de vie de la population n'a pas changé. Il y a toujours moins de 10% de la population qui ont accès à l'eau potable, à l'électricité. Les défis restent entiers, les routes ne sont pas construites comme on aurait souhaité. Il n'y a pas d'emplois créés, de nouveaux emplois créés pour la grande majorité de la population. Et comme vous savez, on a 85% de la population active au chômage. Donc bref, on avait noté qu'après l'alternance au sommet de l'État, les défis de développement restent entiers et la population continue à souffrir. Le chef de l'État nous avait dit, il a organisé ces consultations pour entendre aussi notre point de vue en tant qu'ancien candidat à la présidence de la République. Si nous partageons cette analyse-là, nous avons dit nous partageons l'analyse. Il a dit maintenant, qu'est-ce que vous proposez chacun de vous? Et comme on était partis individuellement, on s'est tous rencontrés au Palais de la Nation, on n'avait pas eu l'occasion de se concerter en tant que groupe de candidats. Mettre en place un mémo. On n'avait pas élaboré un mémo commun, mais chacun de nous était préparé à sa manière. Moi, personnellement, j'avais rédigé un mémorandum qui tourne autour du plan Marshall de Noël Tchani pour la reconstruction et le développement de la RDC. Cette vision de développement que je propose et que je pense, si on peut la mettre en œuvre, elle peut changer le vécu quotidien de tous les Congolais et même sortir le Congo du sous-développement pour en faire un pays émergent à l'espace de 15 ans. Donc j'ai dû prendre le mémo, remettre au chef de l'État, après une brève présentation bien sûr de 4 à 5 minutes, et il nous avait remercié d'avoir pris le temps de venir le voir et d'échanger avec lui. Il nous avait dit, bien sûr, qu'il va consulter les gens des confessions religieuses, de la société civile, des autres leaders politiques, tout le monde d'ailleurs, toutes les couches sociales de la société congolaise, et après, il va prendre des décisions qu'il va annoncer à la nation. Donc nous attendons... Vous avez vu dans l'homme l'esprit de changer les choses dans ces pays? J'avais trouvé le président très sincère et très concerné par la situation, cherchant à trouver des solutions pour le peuple congolais.
Donc, vous savez, j'ai quand même rencontré beaucoup de chefs d'État dans le monde. C'est inhabituel de voir un chef, quand vous lui parlez, il a un carnet en train de prendre des notes. Le nôtre, je l'ai vu prendre des notes scrupuleusement, minutieusement, et faisant attention à tout ce qu'on disait et posant des questions de suivi quand c'était pas clair. Donc, je pense qu'il est très sincère et il veut vraiment... Il vous a livré également les contenus de l'Union sacrée de la nation? Non, il nous a dit que... en tout cas, le pays était géré jusqu'à présent par la coalition FCC-Cash et qu'il a constaté que les choses ne marchaient pas. C'est pour ça qu'il nous appelle pour que nous puissions ensemble mettre en place cette union sacrée de la nation qui est l'équivalent, d'après moi, à ce que j'appelle l'équipe nationale des léopards. Vous savez, quand on constitue les léopards pour gagner la Coupe d'Afrique des Nations, on fait le tour de toutes les provinces, on rencontre tous les Congolais, on choisit les meilleurs pour faire le 11 national. Mais l'avantage du processus, c'est qu'après qu'on ait sélectionné 11 joueurs qui vont être sur le terrain, si toute la population congolaise a été consultée, elle va venir au stade, pas simplement pour regarder, mais pour applaudir et soutenir les léopards, l'équipe qui est sur le terrain pour que nous puissions gagner. Donc la victoire, elle est non seulement la victoire de l'équipe qui sera sur le terrain, mais c'est une victoire commune. Moi, j'ai vu, moi qui suis spécialiste de développement, j'ai vu dans le chef de l'État une démarche que je salue, c'est-à-dire on veut définir une action gouvernementale, mais tout en ayant ce que j'appelle l'appropriation par la population congolaise de cette action gouvernementale. Ce sera une action à laquelle tout le monde aura contribué. Vous savez que cette option de l'union sacrée de la nation ne passe pas au FCC. De l'autre côté, on tient coûte que coûte au respect de l'accord. Est-ce que vous avez vu cet accord-là? Non. Moi, je n'ai jamais vu cet accord. Aucun Congolais n'a vu cet accord. Donc, le peuple congolais n'est pas tenu de respecter un accord que nous ne connaissons pas, qu'on a signé sur nos têtes. Donc, le FCC peut dire, penser ce qu'il veut, mais l'accord là, c'est un accord que j'appelle moi un accord léonin. Pourquoi? Parce que s'il était un accord honnête, intègre, transparent, on l'aurait publié pour que tout le monde le sache. Je voudrais rappeler à tout le monde que le peuple congolais est lié à ses dirigeants, au président de la République, à toutes les institutions de la République, à travers un accord qu'on appelle la Constitution. Et c'est cette Constitution-là que tout le monde connaît, que nous devons respecter. Maintenant, s'il y a eu un accord signé entre deux individus, donc le président Félix-Antoine Tshisekedi, il n'était même pas président. Je ne veux même pas l'appeler dans ce cas-là président. Donc, un accord signé par citoyen Félix-Antoine Tshisekedi et citoyen Kabila, ça les engage les deux. S'ils ne se mettent pas d'accord sur ce point-là, ils n'ont qu'à trouver donc des mécanismes pour se parler. Mais en ce qui nous concerne, nous, le peuple congolais, nous constatons que la coalition qui était mise en place, comme étant la conséquence de cet accord, n'a pas permis de régler les problèmes donc, du peuple congolais. Et par conséquent, nous voulons des changements, nous voulons que tout le monde participe. L'accord en question, c'est un accord d'exclusion, c'est-à-dire la gestion du pays simplement par les gens du FCC et du CACH. Et nous ne faisons pas partie, la majeure partie du peuple congolais ne fait pas partie de cette coalition. Nous voulons maintenant que tout le monde participe. Nous saluons l'initiative du chef de l'État d'ouvrir donc les barrages. Avant de passer les micros à mon confrère Dani, je voulais savoir, vous étiez aussi inquiet de voir l'absence ou de constater l'absence d'un autre candidat malheureux à la présidentielle de 2018, allusion faite à Martin Fayulu Madidi. Non, pas du tout inquiet. Vous savez, l'appel est fait à 100 millions de Congolais, tout le monde. Le président de la République a dit « je veux écouter tout le monde ». Mais parmi les 100 millions de Congolais, il y en a qui vont choisir de venir et il y en a qui vont refuser de venir pour des raisons qui leur sont particulières. Et j'ai vu qu'après que Martin ne soit pas venu, les évêques de la Senko ont fait le tour en allant voir le président lui-même, mais en allant voir le sénateur à vie Joseph Kabila et en allant voir mon ami Martin Fayulu. Et après avoir fait ce tour-là, ils sont revenus voir le président de la République, lui remettre un mémorandum. Donc, je pense que même si Martin et le sénateur à vie n'ont pas été reçus, leurs points de vue ont été intégrés dans les commentaires, dans le mémo écrit par la Senko, les évêques, et ils ont transmis certainement ce mémo au président de la République. Il va tenir compte de leurs points de vue dans les délibérations qu'il devra faire pour prendre des décisions. Moi, j'ai eu le privilège de rencontrer le président de la Senko il y a 2 jours, Monseigneur Outembi, que je salue au passage, un homme de grande valeur,
de grande intégrité. On a pris le temps de parler, d'échanger sur toutes les questions et il m'a expliqué le sens de leur démarche. Parce que ma préoccupation était qu'on puisse terminer les consultations et qu'on nous mette encore sur la table l'idée de faire un dialogue. Et je lui ai dit que les dialogues appartenaient au passé parce qu'on en a eu plusieurs qui n'ont pas résolu les problèmes. Mais il m'a expliqué que ce qu'il visait ce n'était pas donc d'aller organiser notre dialogue, mais c'était plutôt de collecter les points de vue de chacun et ils ont dû faire le compte-rendu au chef de l'État. Et dernièrement, vous avez proposé la rélecture de la loi portant sur le statut des anciens chefs de l'État. Un acharnement ? Ce n'est pas un acharnement, c'est une préoccupation d'un citoyen qui voudrait que le peuple congolais retrouve son compte dans l'exploitation judicieuse des ressources naturelles de notre pays. Qu'est-ce que nous avons comme situation aujourd'hui? Nous avons 90% de la population qui vit sur moins de $1 par jour. Ça veut dire que si vous vivez sur moins de $1 par jour, par an, vous avez à peine $365. Nous avons 85% de la population au chômage. Nous avons des enfants qui ne vont pas dans les écoles parce que, et même quand ils vont dans les écoles ne sont pas équipées. On a des gens qui meurent dans les hôpitaux, les infirmiers ne sont pas payés, les fonctionnaires de l'État ne sont pas payés. Je trouve que c'est injuste dans cet environnement-là d'avoir un individu, ancien chef de l'État soit-il, qui touche $686 000 par mois. Multiplié par 12, vous avez 8 millions de dollars par an. Et pour vous donner une idée de combien c'est scandaleux quand on a une pension de ce genre-là dans un pays comme la RDC, les États-Unis d'Amérique, moi je connais par cœur pour y avoir vécu près de 40 ans, ces États-Unis d'Amérique, ils ont plusieurs chefs d'État, anciens chefs de l'État. Les vivants, on a Barack Obama, Bill Clinton, George Bush le fils, nous avons Jimmy Carter. Je pense que je n'ai pas oublié quelqu'un. Donc, on a 4 chefs d'État qui sont anciens chefs de l'État qui sont vivants. Chacun de ces chefs d'État touche $450 000 par an pour vivre comme pension en tant qu'ancien chef de l'État. Et ils vivent très bien. Il est tout à fait anormal que dans cet environnement-là, le pays le plus riche du monde, les États-Unis d'Amérique, réserve à leur ancien chef de l'État une pension de $450 000 par an, tandis que nous, le pays le plus pauvre de la planète, avec tout plein de gens malheureux qui n'ont pas de travail, qui meurent de faim, on réserve 8 millions de dollars à un individu. C'est-à-dire que Joseph Kabila touche plus de 20 fois la pension d'un ancien chef d'État américain. C'est injuste. Je voudrais lui dire, non seulement injuste, c'est immoral, c'est honteux, c'est scandaleux. La loi n'a pas été initiée par lui. La loi n'a pas été initiée par lui. Ce sont les parlementaires qui ont proposé cette démarche et lui n'est que bénéficiaire. Je vais vous dire ceci. Nous devons avoir honte de ce que j'appelle la situation des conflits d'intérêts. Lorsque les sénateurs et les députés nationaux qui étaient contrôlés par Joseph Kabila pendant qu'il était président de la République, ils sont en train de discuter un projet de loi pendant que Joseph Kabila est président de la République. Ces gens-là n'avaient pas la liberté de dire non ou de donner leur avis vraiment. Ils ont fait ce qu'ils pouvaient pour l'inciter à quitter le pouvoir parce qu'ils ne voulaient pas quitter le pouvoir. Ils voulaient rester président de la République à vie, pour toujours. Ils ne voulaient pas quitter le pouvoir. Donc, on lui a donné peut-être un peu plus pour l'inciter à quitter, mais maintenant nous réalisons que le pays n'a pas de ressources financières pour faire face de façon récurrente à une telle dépense au profit d'un seul individu et au détriment de tout le peuple congolais. Je voudrais faire un appel solennel à notre Assemblée nationale, à notre Sénat. Je voudrais faire appel même au président actuel et au gouvernement, que nous puissions combiner des efforts pour remettre cette loi sur la table, la révisiter, pour pouvoir l'adapter à la situation réelle du pays. Je propose que Joseph Kabila, qui est un ancien président, mais qui est très riche d'ailleurs, parce qu'au-delà de la pension qu'il touche, j'ai lu dans des rapports publiés par Bloomberg, par RFI, par Le Monde, par plusieurs journaux, j'ai lu qu'il est milliardaire, il a beaucoup d'argent. Non seulement les Panama Papers le mentionnent, bien mentionnent sa sœur, mais en plus de cela, on identifie à peu près 123 entreprises qui appartiendraient à lui ou à sa famille, mais qui lui rapportent des exonérations. Qui bénéficient des exonérations, mais en plus de cela aussi, il a environ 120 concessions minières. Concessions minières, c'est-à-dire qu'il a il est propriétaire peut-être du 1/3
de la superficie de la République démocratique du Congo. Pour vous donner donc une idée, l'île de Mateba au Bas-Congo, c'est comme la République du Sénégal. L'île de Mateba appartient à Joseph Kabila. Mais il y en a plusieurs comme ça. Il a des fermes, il a des hôtels, il a des banques, il a tout, littéralement. Donc, en plus de cela, nous lui donnons donc une pension de 700 000 $ par mois. C'est trop. Par mois. Vous pensez que c'est un enrichissement illicite et rapide? Nous connaissons Joseph Kabila quand il est arrivé en République démocratique du Congo, en provenance donc de la Tanzanie ou du Rwanda. Quand il est arrivé, il n'avait pas, à part ses habits, il n'avait pas d'argent. Alors, en 18 ans, même si vous êtes PDG de la plus grande entreprise du monde, vous ne pouvez pas avoir accumulé autant d'argent. Donc, si nous sommes sérieux en tant que pays, moi, je voudrais demander que non seulement les sénateurs se penchent sur ces questions-là, mais en plus de cela, la justice devrait, juste pour des questions de transparence, savoir la déclaration qu'il avait faite en commençant comme président de la République et les déclarations qu'il peut faire aujourd'hui, lui et sa famille, sur les richesses qu'il a donc accumulées, pour que nous puissions déterminer si les choses se sont passées correctement de façon transparente. Mais je peux parier qu'il n'a pas acquis cette richesse-là de façon transparente. Je passe le micro à mon confrère Dani Bowane. Oui, merci beaucoup José Dioka. Moi, j'aimerais revenir aux fondamentaux. Je sais que vous êtes expert en développement sur la notion du budget. Et on parle déjà d'un dépassement à l'ordre de 1000% à la présidence. Et comment pourriez-vous définir cela? Et aujourd'hui, si à ce point, à ces niveaux, il y a déjà un problème, on risquerait toujours de revenir sur le même mot. Parce qu'il faut avoir le moyen de sa politique et la discipline pour le faire. Vous savez, je suis ici, vous avez bien clarifié en disant que vous me posez cette question en tant qu'expert. Et je voudrais répondre vraiment en tant qu'expert. Quand on a un budget, le budget est préparé pour une période de temps, pour 12 mois. À la fin du budget, une fois que le budget a été approuvé par l'Assemblée nationale et qu'il a été promulgué par le président de la République, il devient la loi des finances, il devient une loi que tout le monde doit pouvoir respecter. Et moi, je considère que quand on a une loi, tout le monde doit se soumettre à cette loi-là. Que ce soit la présidence de la République, la primature, l'Assemblée nationale, tous les ministères, toutes les institutions doivent se soumettre à cela, doivent vivre dans les limites de ce qui leur a été alloué. Il s'est fait malheureusement que la RDC a une historique où on ne respecte jamais les budgets. Et d'ailleurs, je me demande même pourquoi nous avons des budgets. On ne respecte jamais les budgets. Mais quand on doit juger si le budget a été respecté ou pas, il faut le faire de façon intégrale. C'est-à-dire qu'on regarde tout le budget, on se demande est-ce qu'on a dépensé plus d'argent que ce qui était prévu, et on regarde maintenant dans toutes les catégories, catégorie par catégorie, ministère par ministère, institution par institution. Je trouve que c'est malsain qu'un ministre des Finances puisse aller sur les ondes d'une radio nationale ou internationale et singulariser une catégorie dans le budget. Tout le monde parle de 14 000% de dépassement. Mais le ministre des Finances lui-même n'a pas dit son ministère des Finances a eu de dépassement de combien. Et les autres ministères, chacun des ministères, l'Assemblée nationale, le Sénat, ainsi de suite. Je trouve que là, c'était malhonnête. C'était une information qu'il a distillée dans l'opinion publique pour nuire à la présidence de la République, à sa crédibilité, au lieu de faire un travail technique qui nous dise la vérité. C'est la première chose. Mais la deuxième chose aussi, le ministre a menti lorsqu'il dit que dans la catégorie des dépenses allouées à la présidence de la République, il n'y avait pas les frais ou les charges relatifs à l'ancien président, l'entretien de l'ancien président. J'ai eu l'occasion de regarder ces chiffres-là dans les détails. Et je trouve que toutes les dépenses relatives à la pension de Joseph Kabila et la garde présidentielle, toutes ces dépenses-là ont été mises sous la catégorie présidence de la République. Donc, ça n'a pas été comptabilisé sous le ministère du budget tel que le ministre des Finances l'a dit. Il a menti. Et moi, je le mets à défi parce que j'ai les détails. Si vous me permettez, je pourrais les prendre dans mon ordinateur, dans mon téléphone pour vous les montrer. Troisième remarque que je voudrais faire, c'est qu'avant de parler du dépassement budgétaire, quelle que soit l'institution concernée, présidence, Assemblée nationale ou qui que ce soit, il faut que le budget ait été examiné, donc le rapport de reddition des comptes, ait été examiné et certifié par l'auditeur interne que nous avons. L'auditeur interne de la République, c'est la Cour des comptes. Le ministre n'a pas fait
n'a pas respecté cette procédure-là. Sans que les chiffres soient certifiés par l'auditeur qui est la Cour des comptes, moi, je considère qu'ils n'ont aucune valeur. Donc, toutes ces variations dont il parle de 14 000% là, je considère que ça ne vaut rien parce que l'auditeur ne m'a pas dit que ces variations ont été validées, ont été certifiées. Donc, je voudrais demander au ministre des Finances de retourner peut-être à l'école, d'apprendre comment un budget et un rapport de reddition des comptes se prépare. Et avant qu'il soit présenté à l'Assemblée nationale, il faut nécessairement que l'auditeur, qui est la Cour des comptes, ait examiné cela et ait donné son quitus pour que nous puissions avoir confiance dans ces chiffres-là. Vous avez conçu le plan Marshall pour le décollage de la République démocratique du Congo. Sur ce point du budget, de finances, parce que d'accoutumer, les responsables ou l'autorité congolaise a toujours tendance à un dépassement. Comment lutter pour résister à tout ce qui arrive et qu'on ne soit pas dans les délais? Moi, je voudrais dire que quand on est officiel engageant la responsabilité donc, de tout un peuple, au niveau des ministères, au niveau des premiers ministres, au niveau de la présidence de la République, il faut qu'on respecte le peuple. C'est-à-dire que quand un budget a été approuvé par l'Assemblée nationale, c'est-à-dire qu'il a été approuvé par le peuple. Lorsque le peuple a dit que nous avons un budget, je donne l'exemple comme cette fois-ci, de 6,9 milliards de dollars. Et qu'on a dit, par exemple, qu'on va allouer, juste pour des raisons d'illustration, 10 millions de dollars à une institution quelconque comme le ministère des Finances. Il faut que ce ministère-là vive dans les limites des ressources qui lui ont été allouées. Parce que si le ministère des Finances dépasse plus que 10 millions qui lui ont été alloués, c'est que ça veut dire, à supposer qu'il dépense 20 millions, c'est-à-dire le double. Ce que ça veut dire, c'est que l'excédent là qu'on a dépensé, on l'a subtilisé de notre organisme public. Par exemple, les écoles primaires. Or, l'école primaire, nous voulons que les enfants puissent étudier. Pourquoi est-ce que le ministère des Finances prendrait plus de ressources que ce qui lui a été alloué en privant les enfants de pouvoir étudier dans de bonnes conditions? Donc, le non-respect du budget, à mon avis, c'est un manque de respect à l'égard du peuple congolais, mais aussi c'est un manque d'orthodoxie financière. Pourquoi? Parce qu'à la fin de la journée, on fonctionne comme si on n'avait pas de budget. Si on a un budget, on le respecte. Si on ne respecte pas le budget, c'est que le budget n'existe pas. Or, nous disons chaque année que nous avons aucun budget. Il faut que tout le monde puisse se conformer à cela. Et moi, je voudrais même aller très loin. Si j'étais président de la République, vous savez quoi? Un ministère qui a dépensé plus d'argent que ce qui lui a été alloué, ce ministre-là ne sera pas dans mon gouvernement dans les 3 mois qui vont suivre. Donc, il faudra qu'on soit strict pour que les gens apprennent qu'il y a des conséquences quand vous ne respectez pas les règles qui ont été édictées au niveau national. Il y a un autre problème de mobilisation de fonds, parce que la République démocratique du Congo, c'est un sous-continent. Apparemment, n'a pas de budget qui le ressemble. Exactement. Notre budget, il est modique. Et je voudrais, à titre d'illustration, vous donner quelques chiffres pour que nous puissions nous comparer aux autres pays africains. Notre budget actuellement est de 6,9 milliards de dollars pour l'année 2021. Mais pour d'autres pays, par exemple, l'Angola a un budget de 66 milliards de dollars. 66 milliards de dollars à comparer à 6,9 milliards de dollars, nous avons le 1/10 du budget de l'Angola, c'est honteux. Je voudrais aussi vous dire que le Nigeria a un budget de 581 milliards de dollars. À comparer à 6,9 milliards de dollars que nous avons, c'est honteux. Je pense que nous devons être sérieux si nous voulons augmenter le budget. Et je voudrais, à ce titre-là, saluer l'initiative prise par le chef de l'État de pouvoir revaloriser l'inspection générale des finances. L'inspection générale des finances, c'est notre gendarme qui doit aller partout où il y a l'argent public et déterminer si l'argent est bien utilisé ou pas, les organisations qui doivent mobiliser des ressources, si elles font leur travail ou pas, et quand elles font leur travail, est-ce que cet argent entre dans le budget national ou pas? Je suis sidéré d'entendre aujourd'hui que notre banque centrale, qui fonctionne comme, on dirait, une boîte à Pandore, notre banque centrale, quand l'argent arrive dans le compte du Trésor, est payé par ceux qui sont supposés payer des impôts, cet argent n'arrive même pas dans le compte du Trésor. Nous avons entendu le cas d'une entreprise qu'on appelle Mutanda Mining, qui aurait payé 100 millions de dollars et l'argent n'est jamais entré dans le compte du Trésor. Ça a été subtilisé quelque part. Et Mutanda Mining n'est qu'un cas parmi tant d'autres.
j'ai entendu parler aussi de ce cas-là où le compte du Trésor qui est supposé bénéficier de ce qu'on appelle le principe d'unicité de compte, c'est-à-dire que tout l'argent de l'État doit se retrouver dedans et toutes les dépenses de l'État doivent partir de ce compte-là. On trouve que le compte du Trésor, il n'y a pas grand-chose, mais il y a 52 sous-comptes à côté du compte du Trésor qui reçoivent l'argent de l'État et qu'on conserve là-bas, qu'on dépense à l'insu donc de l'autorité publique. Je trouve que c'est scandaleux. Si nous voulons être sérieux pour augmenter les ressources publiques, nous devons avoir une banque centrale qui fonctionne comme une véritable autorité monétaire, c'est-à-dire en toute transparence, où tout l'argent va dans le compte de l'État. C'est la première chose. Et les livres de la banque doivent être audités régulièrement. J'ai entendu que ça a été audité une fois exceptionnellement par un cabinet expert, Deloitte, exceptionnellement, et ils font de bruit, mais ils l'ont fait parce que sous pression du Fonds monétaire international, nous devons donner au peuple congolais des raisons de croire que nos ressources sont gérées de façon transparente en ayant des audits réguliers faits par des cabinets indépendants et on publie ces états financiers régulièrement. Deux, je voudrais suggérer aussi que toutes les régies financières soient auditées, toutes les régies financières fassent leur travail. Les exonérations qui ont été identifiées par l'inspection générale des finances, il faut les supprimer. Ces exonérations-là, s'ils ne sont pas donc justifiées. J'ai entendu qu'il y a une dame qui a amené plusieurs conteneurs donc, au port de Matadi, plus de 500 conteneurs, qui ne veut pas payer les frais de douane parce qu'elle serait l'ex-première dame. Il faut qu'elle paye les frais de douane. Donc, tout le monde doit se soumettre aux mêmes règles. Et nous devons, enfin, lutter sérieusement contre la corruption, la prédation des ressources naturelles et le détournement des fonds publics. Si nous faisons toutes ces choses-là, moi je pense que ce pays est capable d'avoir un budget annuel de 75 milliards de dollars, c'est-à-dire un peu plus que l'Angola, un peu moins que le Nigeria, 75 milliards de dollars. Ça permettrait au peuple congolais de vivre mieux. Ça donnerait des raisons au chef de l'État d'améliorer le social des Congolais que nous sommes en train donc de demander. Merci beaucoup. Dani Bowane. Et maintenant, là, nous passons le micro à notre consoeur Sibyl Mabela. Ndeko Sibyl Mbote Lissus. Mbote, merci. Invité. Bonjour, Président. Mbote, Mama Sangonine. Parce que la population vraiment a besoin de qu'est-ce qui se passe justement, surtout que la consultation le camicolo moto na ngazali boy ba yamba ki bino pas président na ba consultation boso la kinene est-ce que boyebi cette situation mboka boyebi c'est que mboka zotambola malamu te. Il y a président de la République à Yamba Biso on a parlé de la nation, Biso ba ancien candidat à la présidence de la République et Zouaki a discussion très sincère, très honnête, en lui disant, et d'ailleurs on n'avait même pas besoin de le convaincre, parce que Yemoko a Yebaki, Yemoko a Saraki discours il y a 7 minutes, dans le discours à l'Obaki que situation est bien. Le peuple ne se retrouve pas dans tout ce que le gouvernement est en train de faire. À Tunaki Biso, Soki Bozali Baka, ancien candidat à la présidence. Si vous étiez à ma place, qu'est-ce que vous auriez fait? Qu'est-ce que vous proposez aujourd'hui? Donc, on a fait un véritable diagnostic et on lui a dit que la situation, le peuple souffre dehors là. On doit trouver des voies et moyens pour améliorer la situation. Chacun de nos candidats, Topesaki, y est recommandation. Nga, Nasalaki résumé, où il y a plan Marshall, Nazali auteur, Yango. Na Pesaki est mémorandum, résumant donc plan Marshall et quelques suggestions qu'il peut mettre en œuvre pour améliorer la situation à Batunions, dans Bokanabiso. Et tous les autres candidats à la présidence, ils avaient fait aussi la même chose. Donc, personnellement, na monaki que le président de la République est sincère. La démarche et la consultation nationale à Zosala. Pardon de vous dire, et ça que Mboko est bien pendant le temps le président a na pouvoir. Qu'est-ce qui lui a empêché à ça la malade? Bisognon sotoyebi que président Azalaki na liberté, il y a décision. Pourquoi? Parce que Azali na coalition FCC Cash, coalition Ango bâti en place gouvernement ou dirigé par Ilunga Ilunkamba, et à l'intérieur il y a coalition, à l'intérieur il y a gouvernement. Tozi ba ministre Moko Bazo Sala Manso pour président a échoué. Comme ça, ils vont justifier. Voilà, c'est une coalition qui est composée des centres, des intérêts centrifuges, des gens qui veulent que Ba échouer et d'autres qui veulent que Ba réussir. Le président a fait ce constat-là. Il a dit, vous savez quoi, je ne veux plus encore continuer comme ça.
En plus de cela, coalition FCC Cash a basé sur exclusion. Pourquoi? Parce que Mboka est géré simplement par les citoyens ou les membres de FCC ou bien membres de Cash. Mais Bissognon, Bino, société civile, d'autres partis politiques, nous sommes exclus. Or, coalition FCC Cash représente à peine moins de 10% de la population. Donc je pense que le président Mboka a eu l'idée à Malamo qu'il faut tout sortir d'un système où il y a exclusion à FCC Cash, tout mettre en place un nouveau système basé sur l'inclusion de tout le monde dans ce qu'il appelle union sacrée, il y a nation. Comme ça, ceux qui osent aller qualifier, et le président a déterminé qu'il faut, comme un gouvernement, au possibilité comme membre du gouvernement. Donc tout le monde va travailler ensemble en regardant dans la même direction parce qu'ayant participé à l'élaboration, il y a un programme gouvernemental. Union sacrée pour la nation. Président, est-ce que la union sacrée est-ce que la population est profité ou bien est-ce que les politiciens une tranche car la coalition est cash na FCC est-ce que la union sacrée population qu'on se retrouve ou bien car la politicien. Moi, j'avais suivi Makamboyo, cardinal Nabiso, cardinal Ambongo. Je le salue au passage. Et j'avais suivi la déclaration qu'il avait faite après rencontre avec le président de la République qu'il faut que consultation, que ça finisse par améliorer le social des Congolais. Et je suis d'accord avec lui. Il faut qu'on finisse par améliorer le social des Congolais. Sauf que je voudrais relativiser les choses. Ça ne va pas intervenir du jour au lendemain. Si les consultations se terminent le dimanche, et le nouveau gouvernement, les nouvelles institutions sont mises en place donc le dimanche, le lundi, le social du Congolais ne va pas s'améliorer parce qu'il faudra que le gouvernement ou bien toutes les institutions qu'elles se mettent au travail, qu'on travaille et progressivement on va faire de bonnes choses pour améliorer le social à bas congolais. La première des choses, c'est que si on arrive rien que mettre en place état de droit, rien que à éliminer les détournements des fonds publics, faire en sorte que ressources financières, par exemple frais de douane, les impôts et quotas na caisse de l'État, vous allez voir que Mboka a un budget beaucoup plus costaud que ce que nous avons. Et avec un budget plus costaud, on peut augmenter le social des Congolais en augmentant les salaires, en payant les salaires régulièrement de tous les fonctionnaires de l'État, des policiers, des militaires, des enseignants, des infirmières. Mais on pourra aussi investir dans les infrastructures de base pour que les gens aient l'électricité, aient de l'eau, et qu'on puisse construire donc des routes. Et en ce moment-là, on peut dire qu'on a commencé à voir les effets du changement au sommet de l'État et du changement de gouvernance. Juste qu'on rappelle de Kochani qui est aux Lingala, c'est vrai, Lingala, les hommes mais pour une meilleure compréhension, les téléspectateurs, on a tout ça qui est la Lingala. FCC a beau union sacrée, Fayou Loupé a beau union sacrée. Et ça, m'a bêté. Moi, je suis très triste. Pourquoi? Parce que Fayulu aza ndekonanga aza camarade nangai. Ngai na Fayulu, ngai na mwasi ya Fayulu, maman Esther que je salue. Ngai na bana ya Fayulu, on est une même famille. Donc, je suis très triste de voir qu'on n'arrive pas à mettre tout le monde autour de la table. Je pense que ce n'est pas trop tard. Nazo Sengan de Konabiso Martin, si ce n'est pas trop tard, s'il vous plaît, il faut accepter aucun de Konayo, Félix Antoine Tshisekedi. Même si vous avez des divergences, il faut botter chacun dans les yeux de l'autre et puis que vous puissiez vous dire des vérités. Voilà, que vous puissiez vous dire des vérités et qu'on mette au centre de tout ça l'intérêt à peuple congolais. Moi, je suis convaincu que si Fayulu et Félix Tshisekedi se mettent autour de la table, si nous avons tous ces leaders politiques-là, nous allons constituer une équipe tellement forte que ce Congo va commencer à décoller. Mais chaque fois que quelqu'un refuse de venir autour de la table, il faut qu'il sache qu'il prenne la responsabilité de l'échec de ce que nous pouvons réaliser en tant que pays, parce que toutes les énergies ne seront pas mobilisées pour que nous puissions réussir. Parce que FCCP, moi, ce que je dis, je m'adresse donc à tous les 100 millions de Congolais. Ndeko Kabila, ceux qui suivent Rangai, il faut qu'un appareil de la nation, au Kouta, na camarade Nayo, Félix Antoine Tshisekedi, Bossolola, Makambo et Talimbo Kanabiso. Il faut mettre de côté vos histoires donc de contrats ou d'accords secrets que vous avez eu. Nous n'avons pas besoin d'accords secrets. Nous avons besoin donc de la Constitution
Et la Constitution protège tout le monde. On n'a pas besoin de notre accord qui va dire que vous, on vous protège parce que vous aurez commis des crimes économiques, des crimes de sang, et ainsi de suite. Non, nous allons tout gérer dans le cadre de la Constitution. Je voudrais en profiter pour saluer l'effort fait par notre compatriote Denis Mukwege, qui demande que la RDC demande aux Nations Unies qu'on mette en place un tribunal international pour le Congo, qui aura des juges congolais mais des juges internationaux. Comme ça, tous ceux qui sont accusés d'avoir commis des crimes économiques, financiers, des crimes de sang, qu'ils puissent être jugés à travers... C'est de cette façon-là que nous allons mettre fin à l'impunité. Comme ça, le Congo va se remettre debout en tant qu'un pays ayant les lois et les lois que tout le monde respecte. Je voudrais demander à tout le monde, Martin Fayulu, Ndeko Kabila, qui d'autre n'est pas venu, Ndeko Mozito, tout le monde, s'il vous plaît, mettez de l'eau dans votre vin, allez au Palais de la Nation. Boken Kokutana, na camarade Nabino, Nandeko Abiso, Félix Antoine Tshisekedi, soto convenir Ndengo Yotoko, gérer désormais Mboken Abiso ensemble. J'espère que le message et qu'on répondre favorablement à la préoccupation. Le président a dépensé plus de 14 000% à budget en Mboka. Est-ce que Mboka budget il y a présidence est-ce que Mboka vraiment est information en go et outil na ministre des Finances. Moi je pense que le ministre des Finances d'Abisso a désinformé la population. Pourquoi? Parce que d'abord à Kendak na Top Congo Makambo Arobak na Top Congo la première chose c'est quoi? C'est que avant de présenter budget rapport de reddition des comptes l'Assemblée nationale, il faut rapport en go la certifié, audité par Cour des comptes. Et ce n'était pas fait. Donc les chiffres qu'on a présentés là ne valaient rien si ce n'a pas été audité par la Cour des comptes. Deux, quand vous regardez le budget, il y a plusieurs institutions, présidence de la République, primature, chacun des ministères, telle société, ainsi de suite. Quand on veut juger la qualité du budget, il ne faut pas simplement prendre une catégorie et dire présidence de la République 14 000%, mais nous n'avons pas entendu les pourcentages. Mais il n'a pas dit la vérité. Pourquoi? Parce que cette catégorie-là incluait les dépenses des sénateurs Kabila, la pension des sénateurs Kabila, les frais de sortie des sénateurs Kabila. Et je voudrais m'expliquer. La pension des sénateurs Kabila, elle combien? 686 000 $ par mois. Multiplié par 12, vous avez 8 millions de dollars par an, juste pour un individu. Or, les anciens présidents américains, Bazo Futabango, combien au titre de la pension? 450 000 $. Donc, Kabila, Yemoko, Azouaka, 20 fois plus que Barack Obama ou bien Bill Clinton. C'est injuste dans un pays pauvre comme le nôtre. Deux, ma indemnité a sorti. Quand Kabila est sorti, on a pris l'argent, on a mis dans cette catégorie-là. C'est ça qui explique donc l'augmentation sensible. Et en plus de cela aussi, Kabila entretient 2500 gardes républicaines. Pour quelles raisons? Pour sa sécurité. Vous et moi, on a combien de gardes chez nous? La loi dit qu'un ancien chef de l'État est gardé, je me trompe peut-être, mais est gardé par 7 policiers. Il faut qu'on lui donne 7 policiers. Un point trait. Toutes les gardes républicaines. Le président de la République, pourquoi mettre fin à l'angoté? C'est pour cela qu'il a convoqué les consultations. Il veut qu'on mette fin à ça parce que le système... La population face à la consultation pour la Kabila 2500 gardes républicains, diminuer le salaire, il faut la consultation. N'oubliez pas maintenant, vous m'avez demandé tout à l'heure là, que Kabila dit que pourquoi ça ne marche pas et qu'il y a une coalition au pouvoir. FCC cache. Toutes les décisions doivent être prises ensemble. Or, quand ils sont ensemble, tout ce qui touche à Kabila et à leur système, on ne veut pas changer. C'est ça le problème. Et c'est pour ça que le président a convoqué consultation nationale pour mettre fin à un système ango qui tourne autour de Kabila et de sa famille politique et qu'on mette l'intérêt du peuple congolais au centre. Merci beaucoup, Ndeko Tchani. Merci beaucoup, Dr Noël Tchani, pour des éclairages autour des questions soulevées par mes confrères. Mais je voulais aller plus loin avec vous. Vous avez suivi Jeune Afrique lorsque notre confrère François Soudan dit que Joseph Kabila, lorsqu'il a écrit aux autres chefs de l'État africains, il tient mordicus au respect de l'accord. Et il a dit, si cela n'est pas observé, la République risque de reculer 50 ans en arrière. Dans quel état d'âme avez-vous suivi
J'ai lu cet article de Jeune Afrique avec stupéfaction, avec horreur. Pourquoi? Parce que je trouve que Joseph Kabila, que la RDC a fait qu'il devienne ce qu'il est aujourd'hui, il doit éviter de menacer la RDC, de menacer la stabilité du peuple. Vous prenez ces propos comme une menace? C'est une menace. Pas comme un réalisme. Non, moi j'ai trouvé que c'est une menace, ce n'est pas un réalisme. Il n'y a rien qui va arriver si Kabila n'est pas, si on ne respecte pas un accord qu'on ne connaît pas. Il n'y a rien qui va arriver. Mais maintenant, s'il menace, ce que ça veut dire, c'est quoi? C'est que lui-même là, il planifie de faire un coup d'État ou bien de créer le désordre en montant par-ci par-là les rébellions comme il l'a toujours fait. Et je voudrais qu'il sache que ce Congo-là ne va plus lui permettre de faire ça. Les Congolais sont plus unis qu'ils le pensent. Il faut que nos frères du FCC acceptent la réalité. Dehors là, il y a la population congolaise. Et la population congolaise sait que nous voulons nous battre pour qu'elle retrouve son compte dans la gestion donc, du pays. Kabila a eu 18 ans pour gérer la RDC. Mais il n'a rien fait pour qu'on puisse changer le destin du peuple congolais. Et d'ailleurs, il continue à être égoïste jusqu'aujourd'hui. Quel est ce chef d'État-là, ancien chef d'État soit-il, qui peut se payer 686 000, 8 millions de dollars pendant qu'il y a des enfants qui meurent de faim? Il n'a qu'à faire œuvre utile en disant j'abandonne toute cette pension-là, je prends cet argent, je donne à l'hôpital général des références qu'on puisse réhabiliter l'hôpital où tout le monde peut se faire soigner. Mais s'il ne peut pas faire ça, c'est qu'il est égoïste. Et il faut qu'il arrête donc de nous menacer en disant donc à travers Jeune Afrique ou bien en envoyant cette lettre au chef d'État et au secrétaire général des Nations Unies. Je voudrais aussi souligner une chose. Vous savez, Kabila aujourd'hui, là, c'est un citoyen ordinaire. Il n'est pas plus important que vous et moi. C'est un citoyen ordinaire comme toute autre personne que nous avons dans... Un sénateur à vie, c'est comme tous les autres sénateurs, je ne connais pas leur nom, mais tous les autres sénateurs, ce sont des citoyens ordinaires. Il y a toute une loi pour lui, en tant qu'ancien chef de l'État. C'est pour ça que je demande qu'on modifie cette loi-là. Il ne faut pas qu'il puisse penser qu'on le met au-dessus de qui que ce soit. Lui, il pense qu'il est même au-dessus du chef de l'État. Ça n'existe pas, ça. Il faut qu'on mette fin à ce système-là. Kabila, c'est un citoyen ordinaire. Et un citoyen ordinaire ne prend pas donc juste sa lettre et écrire au secrétaire général et puis aux autres chefs d'État pour menacer de pouvoir. Il va lancer une bombe ou quoi? Il veut ramener le Congo à 50 ans en arrière. En faisant quoi? Le Congo ne va plus reculer comme ça. Nous sommes déterminés pour aller de l'avant et il va s'inscrire dans cette dynamique-là. Mais s'il n'accepte pas, on va le laisser derrière. Et une autre question d'actualité, puisque nous citons déjà, pas plus tard qu'avant-hier, on a interpellé une artiste musicienne, je cite Tchalamouana, pour avoir sorti une chanson. Cette interpellation-là, ça relève de l'état de droit ou de la dictature? Dans un état de droit, chacun de nous doit avoir un comportement exemplaire. Pas un comportement. Si je me mets à vous insulter, l'état de droit doit s'appliquer à moi. Pourquoi? Parce que je viole votre intégrité et je viole votre dignité. Mais quand j'ai vu la chanson en question et j'ai vu les images qui accompagnaient la chanson, j'étais scandalisé par ça. Et j'ai même dit, ma sœur Tchalamouane, que j'appréciais beaucoup, qu'est-ce qu'elle a mangé ce jour-là pour faire des choses comme ça? Et j'ai senti que peut-être elle est manipulée par d'autres personnes occultes que nous ne voyons pas. Je suis content qu'elle soit libérée, mais je veux et je suis content aussi qu'elle ait demandé pardon au président de la République, qu'elle se soit excusée. Et moi, je pense qu'il faut qu'elle nous dise un peu plus. Cette chanson est venue d'où? Qui est derrière ça? Et peut-être qu'il y a des gens qu'on peut amener dans un état de droit devant la barre, les juger, les condamner, les mettre au cachot. Mais en ce qui concerne elle, en tant qu'artiste, peut-être qu'elle n'a fait que faire le travail de perroquet. Elle a dit tout haut ce que d'autres personnes faisaient derrière elle, de façon... Ce n'est trop alors qu'elle ne cite aucun nom dans la chanson. Mais j'ai vu les images qui accompagnent la chanson. C'est pas son œuvre. Elle dit qu'elle n'a pas encore sorti les clips. Bon, si elle dit maintenant que ce n'est pas son œuvre, ça crée le doute. Non, mais c'est que moi j'ai vu... Les images là, ça c'est pas... Elle n'a pas travaillé sur ça. Voilà, si elle n'a pas travaillé sur ça, c'est que c'est une activité criminelle commise par des personnes mal intentionnées pour la mettre en difficulté. Dans ce cas-là, il faudrait qu'elle puisse coopérer avec l'ANER, avec les services de renseignement, avec la justice, pour qu'on arrive à identifier qui a fait ces images-là et qu'on amène ces gens-là qui seront des coupables devant la barre, les juger, les condamner.
Nous avons besoin d'avoir la paix dans notre pays. Et nous avons besoin de respecter nos autorités. Je ne crois pas que ce soit nécessaire qu'on utilise la musique, qui est d'ailleurs un dénominateur commun pour nous tous Congolais, pour arriver à discréditer les institutions ou bien à discréditer le président de la République, que ce soit ce président ou les présidents à venir ou les présidents antérieurs. Je voudrais que nos artistes puissent se comporter avec dignité. On termine par ceci. Le chef de l'État va réidentifier la majorité, paraît-il. Hein? C'est une démarche immorale, non? Au cours d'une législature, on vient réidentifier la majorité. On parle de débauchage. Moi, ça me fait rire lorsque j'entends des gens du FCC parler du débauchage. Mais c'est parce qu'ils savent exactement ce que ça veut dire débauchage. Est-ce qu'ils se rappellent de Bruno Tshibala? Bruno Tshibala était un membre effectif de l'UDPS et il a été débauché de manière d'ailleurs très brutale. On l'a arrêté à l'aéroport, on l'a amené en prison, on l'a torturé et quand il est sorti de là, on l'a mis Premier ministre. Même chose aussi avec Sami Badibanga. Donc les gens du FCC connaissent ce que c'est le débauchage. Moi, je pense que si on désigne un informateur, il peut aller au Parlement parler avec chacun des députés et déterminer s'ils veulent rester là où ils sont ou ils veulent traverser la rue pour faire partie de l'Union sacrée. Mais je comprends qu'il y a déjà plus de 280 personnes qui ont adhéré, députés qui ont adhéré à l'Union sacrée. Il n'est pas du tout immoral. Et d'ailleurs, c'est une démarche qu'on aurait dû faire avant de mettre en place le gouvernement Ilunga Ilunkamba. On avait sauté l'étape, on revient à cette étape-là maintenant. Donc, il faut qu'il y ait une violation de la Constitution. Il y avait non-respect des procédures à cause des gens du FCC qui ne voulaient pas qu'on puisse avoir un informateur pour identifier la vraie majorité. Ils avaient insisté qu'on mette d'abord Albert Yuma, quand on l'a refusé, ils ont insisté que Ilunga Ilunkamba arrive. Et Ilunga Ilunkamba, qu'est-ce que nous constatons aujourd'hui? Fatigué, sans vision, il ne travaille pas de différence dans la vie donc des Congolais. Moi, je pensais que vous alliez dire il ne respecte pas les chefs de l'État. En tout cas, vos propos inspirent à mon confrère Dani une question. Oui, merci beaucoup, José. Mais j'aimerais revenir sur le terme, Président Noël, sur l'union sacrée. On a l'impression que nous sommes face à... Nous entrons dans un bis repetita dans ce pays où la recherche de postes prime toujours. Et il s'est dit que le président de la République, d'ailleurs, a un problème de casting, de choix. Ça s'est démontré avec ses conseillers. Et pensez-vous véritablement que cette union sacrée aura un répondant digne du peuple congolais? Le tout dépendra de... Vous avez parlé du casting que le chef de l'État va faire. Et moi, je le conseille de pouvoir mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Je peux vous assurer que si par hasard, il appelait Noël Tchani pour être Premier ministre ou bien pour être formateur, vous allez voir comment la République démocratique du Congo va être transformée. On mettra l'homme qu'il faut à la place qu'il faut et on va mettre tout le monde au travail. Qu'est-ce qui prouve cela? Je connais ma détermination et je connais ma volonté. Et je sais que quand j'ai à sélectionner un candidat pour un poste quelconque, je demanderai qu'il y ait plusieurs candidats, on va interviewer les candidats, on va sélectionner la meilleure personne possible. On va sélectionner des personnes qui, quand on dit telle personne, toute la population dit « Ah, il est bon dans ce domaine-là ». Donc, je voudrais conseiller au chef de l'État de suivre cette stratégie-là, quelle que soit la personne qu'il va nommer, informateur, Premier ministre ou à n'importe quel poste. Et s'il me faisait appel à moi, je donnerais au peuple congolais les meilleurs de moi-même. Bon, c'est un souhait. Espérons que ça va marcher. Ma consoeur Sibylle Mabela a également s'est inspirée. Vraiment. Donc, Tchani, tu as vu que ça le plan maréchal au présentant qui n'a pas. Est-ce que ceux qui vraiment tout ça le plan maréchal on a vous assure que Congo et Kobonga tout comme Makambélé pour changer. Tu sais Congo nous avons un problème sérieux actuellement là. Il y a bana classe. Nos enfants bazotangaté. Tout ça là, on a besoin d'un changement. Le social, la congolais, que plan on a et que ça, la Combo, on a besoin vraiment de changer. Moni, na 100 millions de Congolais, chacun de nous a zali bon dans quelque chose. Ceux qui constituent l'équipe nationale, il y a Léopard, surtout qu'il y a bêta bal na Angola, et qu'on cherche le numéro 9, on a qui Bakambo.
si on a le choix entre Bakambo Cédric et Noël Tchani, on serait naïf de prendre Noël Tchani parce que si on met Noël Tchani sur le terrain contre l'Angola, on va perdre. Mais quand on met Cédric, il sait comment tirer la balle, on va gagner. Ça, c'est sa spécialité. Maintenant, dans le domaine du développement, j'ai fait ça pendant 10 ans en tant que banquier commercial d'investissement à New York, dans les plus grandes banques du monde, et pendant 30 ans à la Banque mondiale à Washington. J'ai travaillé sur les 5 continents, 85 pays différents. Il y a des pays que j'ai vu, moi, on a élaboré une stratégie, on a aidé le gouvernement à mettre en œuvre et on a eu des résultats probants. Si j'avais été en charge de faire quoi que ce soit au Congo, je peux dire que peut-être que je ne pourrais pas réussir à 100%, mais on va réussir au moins plus de 50%, sinon 80%. Et je peux vous dire que le plan, la stratégie que je mettrai en place, ce sera zéro tolérance pour les antivaleurs. Ça, c'est la première chose. C'est-à-dire lutte acharnée contre la corruption, le détournement des fonds publics, la prédation des ressources naturelles. À la minute que la personne est trouvée coupable, il est à Makala, pas d'intervention, il va faire 20 ans, il va rester là-bas. La première chose. 2, mettre l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Pas de favoritisme. Je n'ai aucune pitié, moi, des gens qui viennent là-bas, qui disent « je vais mettre à côté de moi telle personne parce qu'il est originaire de mon village, ou bien de ma province, ou bien de ma famille ». Je mettrai l'homme compétent. Toute ma famille à moi, c'est quoi? Tout le peuple congolais. Si nous faisons ça maintenant, le strict respect des lois et de l'état de droit... Ah, ok, d'abord, salut, téléspectateur, ok, so... Soki toti mutonyoso na place azali capable ya kosala et on met en place un système de méritocratie, c'est-à-dire ceux qui oyebi mosala to garder yokuna, ceux qui oyebi mosala kozala remplacé par quelqu'un d'autre oya kosala mieux que vous-même. Si nous faisons ce système-là et nous prêchons par l'exemple, mboka na biso yo en 15 ans et kokoma pays émergent. Pourquoi? Parce que nous avons beaucoup de ressources naturelles, matières premières, nous avons la population, nous avons un grand pays. Nous sommes capables de se développer beaucoup plus rapidement que beaucoup de personnes ne pensent. Donc, Chani Lelo na poste moko songolo to premier ministre to mo la taille te ndeko nanga yo te na ozala te. Je peux vous le promettre. Je peux vous le promettre. Je n'ai aucune pitié pour la médiocrité. Je mettrai en avant la méritocratie et tout le monde aura droit au chapitre, quelle que soit la province. Je n'ai même pas besoin de savoir de quelle province vous venez. Tant que vous êtes congolais, vous avez droit au chapitre. Et d'ailleurs, j'avais envoyé un tweet tout récemment en disant je souhaiterais qu'on puisse supprimer sur les pièces d'identité ces histoires-là de dire qu'on est originaire de tel village, de tel autre village, ainsi de suite. Là, tous les Congolais. À quoi ça sert? Il y a des gens, des enfants nés à Kinshasa. Ils ne connaissent que Kinshasa. Mais on dit, non, vous êtes originaire de Nganajika. Non, ils ne sont pas originaires de Nganajika. Ils sont nés à Kinshasa, ils ne connaissent que Kinshasa. Il faudra que nous puissions adapter notre système d'identification aux réalités donc, du moment. Pourquoi? Parce qu'on rend mauvais service à nous-mêmes en disant que nous restons toujours donc dans ces histoires traditionnelles-là qui doivent avoir évolué. Ça favorise le tribalisme. Ça favorise le tribalisme. Pourquoi? Parce que si vous êtes de Kinshasa, d'abord vous vous sentez Kinois. Pourquoi est-ce que vous devez faire tout maintenant quand vous avez un poste, vous devez recruter les gens de Ngandajika simplement? Ça favorise le tribalisme inutilement. Donc moi, je voudrais qu'on trouve donc des voies et moyens que nous puissions mettre en avant l'homme congolais, la femme congolaise. Mais tout le monde sur le même pied d'égalité. Je pense que ce pays va aller de l'avant beaucoup plus rapidement que ce que nous avons aujourd'hui. On dit que vous lorgnez à la Banque centrale. Avec votre plan Maréchal, vous le vantez tellement trop et vous lorgnez à la Banque centrale. Tout à l'heure, là, dans cette émission, j'ai lorgné la primature. Vous voyez, donc j'ai lorgné la primature, je suis bon à beaucoup de choses, vous savez, j'ai toujours dit, si on me demande d'être gouverneur de la Banque centrale, je le ferai. On me demande d'être premier ministre, je peux le faire. On me demande d'être juste un simple cantonnier qui nettoie la rivière. À un seuil normal. Je ferai de mon mieux pour que la valeur du franc congolais soit celle qui garantisse au peuple congolais un certain pouvoir d'achat. Et je pense que notre pays a tellement de ressources qu'il est possible d'avoir une monnaie aussi bonne que le dollar et l'euro. Je vous donne un exemple. Vous savez que nous produisons de l'or. On peut utiliser la production de l'or que nous avons dans notre pays pour constituer les réserves d'échange. Et on serait donc l'un des rares pays dont la monnaie serait assise sur l'or produit en République démocratique du Congo. C'est possible.
Mais nous avons été négligents et on s'est laissé entraîner n'importe comment, au point où notre monnaie, aujourd'hui le franc congolais, n'a aucune valeur. Et nous sommes supplantés aujourd'hui par le dollar qui est devenu la monnaie congolaise. Moi, si j'étais gouverneur de la Banque centrale, je mettrais fin à la circulation donc, du dollar dans notre pays et le franc congolais redeviendra la seule monnaie utilisable sur l'étendue du territoire national conformément à l'article 170 de la Constitution. Quel a été votre commentaire lorsque vous aviez appris qu'on a ramené les passeports en 99 $? J'ai salué cette mesure-là, tout ce qui va dans le sens de donner au peuple congolais un pouvoir d'achat, parce que quand on diminue le prix du passeport de 200 à 99 $, à 99 $, ça veut dire que celui qui avait 200 $, qu'il allait acheter le passeport, il va garder la différence dans sa poche pour acheter la nourriture et avoir le passeport donc moins cher. J'ai salué cette mesure-là et je voudrais encourager les autorités publiques qui ont travaillé sur ça à aller dans ce sens. Mais je prends une exception sur ça. Je vais vous dire laquelle. La Banque centrale du Congo a ce qu'on appelle l'hôtel des monnaies. L'hôtel des monnaies était conçu pour être l'imprimerie nationale, c'est-à-dire qu'il va produire tous les imprimés de valeur, les passeports, les timbres fiscaux, tous les documents, donc les cartes d'identité, ainsi de suite, les permis de conduire, les cartes d'électeurs. Il n'est pas normal qu'on continue à importer ces choses-là des entreprises étrangères. Je voudrais que nous ayons la politique de produire les passeports et tous les autres documents, les imprimés de valeur en République démocratique du Congo à l'hôtel des monnaies, parce que ça va créer des emplois pour le peuple congolais. Donc, investissons de l'argent pour améliorer la capacité de production de l'hôtel des monnaies en termes de sécurité, en termes de quantité, et nous allons créer des emplois pour le peuple congolais et nous allons être indépendants par rapport à ces choses-là qui viennent de l'extérieur. Dans ce cas ici, il y a eu un conflit avec une entreprise étrangère, Semlex, j'ai compris, une entreprise donc belge. Nous devons apprendre de cette leçon-là et ne plus dépendre de ça. On peut amorcer un processus pour que l'hôtel des monnaies soit équipé comme il faut, pour qu'il devienne cet imprimeur-là de tous les imprimés de valeurs donc, dans notre pays. Ça va être utile pour notre population. Ça va nous donner donc la souveraineté, l'indépendance que nous avons vis-à-vis du monde extérieur. Alors, considérant les réalités en place, d'un côté, la vision du chef de l'État qui veut mettre en place une union sacrée de la nation, et la position du FCC par rapport à cette vision, la position de Fayulu Muzitu, cadre de la Mouka, par rapport également à cette vision du chef de l'État, vous pensez vraiment que l'avenir du Congo sera meilleur? Moi, je pense que nous avons un avenir merveilleux si nous arrivons à mettre les puzzles ensemble. Quand vous parlez de la position de la Mouka, non, ce n'est pas la position de la Mouka. Pourquoi? Parce que la Mouka incluait Jean-Pierre Bemba et Moïse Katumbi, qui sont tous d'accord maintenant avec le chef de l'État de mettre en place l'union sacrée. Donc je peux dire que c'est devenu aujourd'hui la Mouka -2, la Mouka -3. Parce que Matungulu n'est plus dedans, Bemba n'est plus dedans et Katumbi n'est plus dedans. Ils sont avec le chef de l'État aujourd'hui. Je pense que nous devons faire un peu plus d'efforts maintenant pour que mon ami Martin Fayulu revienne au bercail. Donc l'avenir du Congo est meilleur? Je pense que nous avons un bon avenir si nous travaillons ensemble et nous travaillons dur. Et je voudrais demander à tout le peuple congolais de saisir cette opportunité-là. Cette fois-ci ou jamais, si nous nous mettons ensemble, nous faisons une bonne équipe, ce pays a un bel avenir. Mais si nous ratons encore et nous rentrons avec ces gens-là qui nous promettent donc de ramener le Congo 50 ans en arrière, je pense qu'on n'est pas sorti de l'auberge. Si on est ensemble, on va gagner comme les Léopards ont gagné hier le match contre l'Angola. Voilà, merci beaucoup, Dr Noël Tchani, surtout pour la disponibilité et cet esprit de vouloir répondre à toutes nos questions. Je voudrais surtout saluer d'abord les Léopards et les féliciter. Et les Léopards nous ont prouvé quelque chose hier. L'impossible n'est pas congolais. Si nous travaillons ensemble, nous pouvons réussir dans tous les domaines. Et on avait vu en image le chef de l'État qui prévenait les joueurs angolais que chez vous là, nous viendrons très déterminés. Merci beaucoup à Sibyl Mabela et à Dani Bowane. Nous remercions foncièrement l'équipe technique composée de Roger Tita, Patient Moussangala, je vois Milton Kapaya et puis Jean-Jacques Mouladika. Mesdames et messieurs, vous également fidèles téléspectateurs de la télévision catholique Elikia, nous vous remercions pour l'attention soutenue avec laquelle vous avez suivi cette émission. Elle sera rediffusée demain à 7h30. D'ici là, portez-vous bien et bonne suite des programmes sur la RTC.
Thank you.